Merci beaucoup. Je vous demande encore d'ovationner M. Luc Hérault pour sa présentation. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à une autre phase de notre cérémonie. C'est celle des questions-réponses. Mais seulement, nous allons présenter les experts. Il y a certains qui se sont déjà présentés et je vais les appeler un à un et ils vont aller s'asseoir directement à leur place. J'appelle naturellement Monsieur Luc Hérault qui vient de présenter. Il va prendre place juste au milieu. Merci monsieur. J'appelle le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur Balozier. Sous vos ovations, il faut les encourager. Voilà. J'appelle monsieur le représentant pays du FMI en Côte d'Ivoire, monsieur Kadima Kalonji, qui avait pris la parole tout à l'heure. J'appelle monsieur le directeur de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, le professeur Auré Alban, que vous connaissez très bien. J'appelle monsieur le doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université Jean Lorignon Guédé, professeur Kwaku Auguste. J'appelle monsieur le président de l'Ordre des experts comptables en Côte d'Ivoire, monsieur Koné Drissa, sous vos ovations. Et enfin, j'appelle monsieur le conseiller spécial du ministre de l'économie et des finances, professeur Bamba Ngaladio, notre maître à tous. Voilà, donc, messieurs, voilà, prenez place. Et donc, voici les experts qui sont là avec vous. Et je m'assois un peu à côté des experts, c'est important. Voilà, on ne sait jamais. Et donc, nous sommes là tout simplement pour recueillir vos avis. Dakar avec nous et Bangui avec nous. On espère qu'ils vont nous traduire leurs questions tout à l'heure. Et donc, vous avez vu que M. Hérault a présenté les questions sur les raisons structurelles et conjoncturelles de la pénurie. Il a ensuite montré ce que ça pouvait avoir comme effet sur les secteurs du développement, et notamment sur l'éducation et d'autres aspects. Il a proposé les méthodes, comment le FMI pouvait résoudre la question. Donc j'espère que vous avez vos questions. Même pour le moment, je vais me tourner vers les experts et je vais demander, par exemple, à monsieur le directeur de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, professeur Auré Alban. Voilà, ils ne sont pas là pour répondre, ils sont juste là pour donner leur point de vue sur les questions. Rappelez-vous que ce sont des experts et donc c'est vous qui devez poser assez de questions. Donc, professeur, qu'est-ce que vous pensez de cette pénurie? Est-ce que vous pensez que pour les questions de ce que vous avez l'habitude de faire, est-ce que vous pensez que votre avis sur la question? Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Merci aux représentants du FMI pour la brillante présentation et la richesse du document qui nous a été présenté sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. J'ai beaucoup apprécié le contenu. Ce sont des travaux ou des thématiques sur lesquelles nous agissons, nous travaillons en ce qui concerne la CAPEC. Et du point de vue, puisque nous sommes à l'université, juste un petit point sur peut-être la méthodologie de ce qui est fait. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé des données statistiques, on a montré des graphiques. Et quand nous sommes à l'université, surtout avec nos étudiants d'économie,
c'est peut-être bon de leur dire qu'il y a aussi de l'économétrie qui est faite quelque part, parce que surtout que le présentateur est un expert en économétrie, pour leur montrer comment nous utilisons l'outil économétrique pour adresser des problèmes majeurs de développement. Sinon, ils ne comprendront pas toujours l'utilité des cours que nous leur donnons. Ça, c'est une petite remarque, surtout lorsque nous sommes à l'université. Voilà, donc, et des fois, bien sûr, on a indiqué l'impact de telle variable sur une autre. Cela veut dire quelque part qu'il y a eu des analyses plus robustes derrière. Maintenant, pour la question, moi, je vais prendre la chose d'une autre manière, étant donné que c'est des débats d'actualité. Je dirais, la situation peut paraître sombre, puisque nous sommes en déficit de financement. On a montré les conséquences sur nos économies également et les solutions. Les solutions indiquées nous parlent en même temps en termes d'opportunités pour nos pays. Qu'est-ce que j'appelle des opportunités pour nos pays? Premièrement, nous avons des emprunts donc, qui se réduisent au niveau international et ça a été dit, il faut développer les marchés domestiques et les marchés régionaux des emprunts. Et au niveau de l'UEMOA, nous avons une belle opportunité d'aller plus vite dans les réformes. Et nous, en ce qui concerne la CAPEC, nous travaillons actuellement sur la vision prospective UEMOA 2040 et ce sont des débats. Et voilà, donc je serai à Ouagadougou même à partir du 22 pour présenter la vision et les orientations stratégiques et ce sont des éléments importants. Autre point qui passe trop rapidement, je pense, c'est dans le document c'est mis, c'est certainement d'améliorer la mobilisation des ressources domestiques. Et c'est un point important. Si on ne peut pas capter les ressources internationales, aujourd'hui c'est de se tourner vers les ressources domestiques. Nos économies sont des économies dominé par le secteur informel en termes d'emploi, 80-90% des emplois, contribution de l'ordre de 30 à 40-50% de l'informel au PIB. Alors, comment nous agissons structurellement pour mobiliser plus de ressources, pour transformer, créer une dynamique de transformation de ce secteur informel-là, pour pouvoir mobiliser plus de ressources. Une autre problématique de nos économies, ce sont les mesures dérogatoires. Nous perdons beaucoup d'argent en termes de recettes fiscales liées aux mesures dérogatoires, tant au niveau des douanes que des impôts, c'est-à-dire tout ce que nous accordons comme faveur aux entreprises qui s'installent, qui importent, ainsi de suite. Donc nous avons des mesures dérogatoires qui coûtent énormément. C'est évalué à plus de 300 milliards de francs CFA annuellement pour la Côte d'Ivoire, 400 milliards pour le Sénégal. J'étais à Dakar la semaine dernière, il y avait la conférence internationale économique de l'UCAD, de l'Université Cheikh Anta Diop, et on en a parlé. Donc aujourd'hui, c'est de dire, effectivement, vous avez mis l'accent, mais comment nous allons agir drastiquement sur les questions fiscales pour améliorer cela. Et je pense que c'est un élément important. Vous le dites, mais pas suffisamment aussi, c'est l'efficacité de la dépense publique. Vous passez là-dessus. Mais nous pensons que c'est des éléments qu'il faut développer davantage. L'efficacité de la dépense publique, de la dette, c'est-à-dire on peut s'endetter, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous en faisons? Donc l'efficacité de la dépense publique, cela permettrait de rationaliser également cette dépense publique-là et c'est quelque chose qui s'impose à nous. Au niveau de l'inflation, dans le long terme, vous parlez de transformer donc, la structure de l'économie, mais il faut aller plus bas pour dire tout simplement à un moment donné, il faut qu'on se concentre aussi davantage sur la consommation de biens et services produits intérieurement et particulièrement des produits alimentaires. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons des études qui montrent que nous avons une consommation extravertie. C'est-à-dire que la consommation de biens importés dans un benchmark de pays montre que pour la Côte d'Ivoire, c'est très élevé en termes de taux dans les biens importés globalement, la consommation de biens importés. Donc aujourd'hui, c'est comment faire la promotion des produits locaux, par exemple, de manière à avoir une consommation plus locale et maîtriser davantage l'inflation. Et aussi susciter plus d'offres, puisque nous sommes en phase d'une inflation. Et les économistes le savent, l'inflation, soit la demande est faible par rapport à l'offre, donc nous avons les prix qui augmentent, et donc la demande est très élevée, la demande est très élevée par rapport à l'offre, donc on a un surplus de demande, un excès de demande, nous avons cette inflation-là, mais s'il y a excès de demande, il faut agir sur l'offre. Puisque la demande existe, nous avons une population qui croît. En Afrique subsaharienne dont vous parlez, la population est à 70%, je dirais, des jeunes, ce sont des jeunes. Donc nous avons une demande, nous avons une classe moyenne qui augmente. Alors il est important de dire comment nous réglons nos problèmes d'offres.
nos problèmes d'offres, particulièrement pour les produits que nous consommons. Je ne suis pas seul, donc je vais m'arrêter là. Voilà, sinon il risque de mobiliser. Merci beaucoup. Merci. Parce que, voilà, merci. Vous savez, c'est comme ça, il était lancé et on avait du mal même à l'arrêter. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à son voisin de droite, le professeur Kwaku Auguste, qui est le doyen de l'UFR des sciences économiques de l'université Jean-Laurignon-Guédé. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont là et transmettre surtout aussi les salutations de madame la présidente de l'université de Daloa. Je voudrais, à la suite du professeur Aouré, peut-être rajouter un ou deux points, parce que certains points ont été déjà évoqués. D'abord, le rapport, en tout cas, avec ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, met l'accent quand même sur la préservation des dépenses prioritaires. Et ça, je pense que c'est un point important. Dépenses prioritaires, notamment les dépenses sociales, dans l'éducation, de la santé. Je pense que c'est important en période de forte vulnérabilité, en période de fragilité. Il est important que ces dépenses, d'une certaine façon, soient sanctifiées. Et le deuxième point, peut-être qui m'a intéressé et peut-être qui va intéresser aussi les étudiants, c'est le policy mix, c'est-à-dire le réglage fin qu'on doit faire entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Je pense que c'est important. L'auteur a beaucoup insisté sur le resserrement de la politique monétaire, c'est-à-dire donc le relèvement des taux, mais aussi une politique budgétaire qui doit suivre. Donc cet arbitrage entre ce qu'on fait au niveau monétaire et au niveau budgétaire, je pense que c'est un point important, en tout cas que j'ai apprécié dans ce rapport. Et le dernier point sur lequel j'insisterai, mais qui croise un peu un point qui a été soulevé par le professeur Aouré, c'est aussi la prise en compte finalement des questions d'espace budgétaire. Comment, en période de choc exogène, pour la plupart, c'est vrai aussi endogène, mais asymétrique. Donc les effets ne sont pas les mêmes selon les pays. Et on a vu les différentes catégorisations qui ont été faites. Comment, dans ce contexte-là, on sauvegarde quand même, on crée un espace budgétaire qui donne des marges de manœuvre au gouvernement pour aller plus loin. Et l'un des points sur lesquels j'insisterai, c'est vraiment aussi d'investir, notamment dans les infrastructures. L'investissement en particulier dans ce que j'appellerais les bijoux de famille, les infrastructures aussi qui permettent de faire entrer des ressources et lever certaines contraintes. Des ouvrages d'art, en Côte d'Ivoire ici, on voit bien ces investissements qui sont faits. Je pense que des efforts d'accompagnement doivent aussi être faits de ce point de vue-là, parce que ça garantit à long terme des ressources qui sont sûres et ça améliore la qualité de la signature du pays d'une certaine façon. Donc je pense que c'est important, que c'est vrai que parfois ça fait débat, okay? Il y a des routes à péage, il y a des ponts à péage, mais ça stabilise des ressources de long terme pour le pays. Donc plus il y a des bijoux de famille comme ça, mieux le pays se portera à moyen long terme et mieux on se portera nous tous. Je ne veux pas être plus long que ça. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons eu les interventions de deux économistes et maintenant nous avons la chance d'avoir un comptable et non des moindres, le président de l'ordre des experts comptables, monsieur Koné Drissa, qui va nous donner ses impressions. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Je commencerai déjà par remercier l'université de me donner l'opportunité de participer à cette importante rencontre et féliciter le Fonds monétaire international pour la qualité des travaux qui ont été présentés. En réalité, c'est une photo qui nous a été présentée et en fait qui nous interpelle puisqu'elle nous amène à réfléchir. Le titre déjà est évocateur, la grande pénurie
de financement. Et on a le sentiment que cette question, elle est nouvelle. Mais elle remonte depuis les années 80. Toujours avec le Fonds monétaire international. On a connu les ajustements structurels avec tout ce que ça a présenté, avec les difficultés pour nos économies. Donc en fait, malheureusement, le problème n'est pas nouveau. Mais en fait, l'interpellation, c'est peut-être au niveau des actions à faire. Parce que comme on dit généralement, si on est bon sur le diagnostic, ce qui doit être le plus important, c'est quelles sont les solutions qu'on va mettre en œuvre. Or, il se trouve que les solutions qu'on essaie, on les essaie aussi depuis plusieurs années. On doit se poser la question, pourquoi le problème perdure, alors que chaque fois, il y a des solutions. Donc, je crois que ça doit nous interpeller. Alors, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les 4 domaines d'action prioritaire. Puisqu'en fait, c'est comment on peut changer la situation. Autrement dit, la problématique de la grande pénurie de financement, comment on peut faire un retournement de situation, de telle sorte qu'on se retrouve peut-être dans une abondance, je vais dire, de financement. Et j'ose penser que les 4 actions prioritaires qui ont été énoncées devraient pouvoir permettre d'y arriver. Alors, j'ai regardé la première, rééquilibrer les comptes publics et renforcer la gestion des finances publiques dans un contexte de durcissement des conditions financières. À mon avis, c'est sûrement l'action clé qui peut aider à faire venir de l'argent et je reviendrai assez rapidement sur ce point. Autrement, juguler l'inflation, c'est beaucoup plus les actions, je vais dire, pour contenir un phénomène qu'on ne contrôle pas en tant que tel. Laisser le taux de change s'ajuster tout en atténuant les effets économiques néfastes, également un phénomène exogène où on peut avoir du mal à le faire. Et le dernier point, veiller à ce que les importantes actions climatiques ne soient pas financées au détriment des besoins élémentaires. En fait, je vais m'intéresser à l'action prioritaire 1 et à l'action prioritaire 4. Mais je commencerai par la 4e. En fait, ici, nous avons un vrai enjeu, puisqu'aujourd'hui, on parle de développement durable, on parle de responsabilité sociale, sociétale, et en fait, ça nous fait penser aux EDD, les objectifs de développement durable. C'est un phénomène qui a commencé en 2015 et on devrait connaître l'aboutissement en 2030, avec de grands objectifs qui étaient d'abord de réduire les gaz à effet de serre, de lutter contre la pauvreté, puisqu'on dit pauvreté zéro, et on a dit lutter contre la faim, donc enfin faim zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a le constat? C'est que tous ces indicateurs sont rouges. Alors, parmi les raisons pour les gaz à effet de serre, c'est que le dioxyde de carbone a augmenté. Mais en fait, quand on regarde, ce sont les pays développés qui, en général, on retrouve le rouge à ce niveau et ils ont continué à se développer avec les énergies fossiles. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Inde, je pense également de la Chine. Donc les informations sont disponibles. Donc c'est la raison pour laquelle je vais dire, je suis d'accord quand on dit qu'il faut tenir compte des dépenses prioritaires en privilégiant les actions sociales. Donc il faut aller au développement durable, mais sans compromettre ce point-là. Le premier point sur lequel je voulais venir, donc, lorsque j'ai entamé, c'est comment améliorer les finances publiques. En fait, la question est là, puisqu'on a posé la question du secteur informel. Aujourd'hui, arrivant en France,
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de secteur informel. Même le secteur informel est encadré. Parce que quand vous arrivez, je vais dire, dans des endroits où on vend sans des factures, on va vous dire que ce commerce a lieu les lundis ou les vendredis ou les samedis. Et en fait, c'est bien structuré. En fait, je dis cela parce que notre problème se trouve là. J'ai en face de moi les étudiants, la plupart de sciences économiques, et qui s'interrogent en sortant de la fac où ils vont travailler. Parce que s'il y a un secteur informel, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'opportunité de création d'emplois. Puisqu'il faut formaliser, il faut professionnaliser, et que lorsque c'est structuré et que la gouvernance s'améliore, on offre des emplois, et donc on donne des capacités à ces personnes-là avec le pouvoir d'achat, et on arrive donc à lutter contre la pauvreté. Donc ça signifie que c'est donner cette opportunité de trouver du travail, donc en réduisant, on va dire, le secteur informel. Alors, la question, c'est quelles sont les actions concrètes qui sont portées sur ce volet-là. Moi, j'ai noté qu'en faisant les perspectives économiques, tout naturellement, quand on est en face d'un secteur informel très élevé, mais l'outil le plus approprié reste l'économétrie. En matière de planification, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on a en face de nous, mais on sait se projeter. Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on aille chercher ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire essayer de comprendre. Et un des éléments les plus importants, c'est qu'on dira qu'il faut améliorer le climat des investissements. Et un des instruments d'amélioration du climat des investissements, c'est l'amélioration de la qualité de l'information financière. Parce que quand il y a une information financière de qualité, ben ça attire les investisseurs et on peut pouvoir y aller. Donc l'objectif, c'est que vous avez une profession qui est l'ordre des experts comptables, qui est un instrument de développement de la politique économique rattaché au ministère de l'économie et des finances. Et je pense que les réflexions devraient être conduites avec universitaires, avec des institutions telles que le FMI, pour que cette question de réduction de l'informel l'attaque. Et nous avons un congrès qui va avoir lieu la semaine prochaine et qui parle de transformation structurelle et croissante de nos économies, de telle sorte que justement ces sujets-là soient débattus. Merci. Merci beaucoup. L'expert comptable, voilà, a vraiment disserté, voilà, sur la question et vous a posé une question essentielle. Où est-ce que vous allez travailler après les études? Voilà. Donc, après, je pense qu'il va répondre à cette question. Mais ici, nous allons tout de suite passer la parole au président de l'université. Je rappelle que le président de l'université est d'abord un économiste. Donc, il va donner son point de vue en tant qu'économiste sur le rapport. C'est vrai que les autres ont déjà pas mal parlé, mais il faut vraiment... Vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Il faut dire que le rapport, effectivement, met en exergue une pénurie de financement et les conséquences à court terme et à long terme de cette pénurie et insiste donc sur quelques voies de sortie, quelques solutions pour remédier donc à cette pénurie. Donc, ce qui montre que, effectivement, certes, il y a une pénurie, mais le rapport accompagne effectivement nos États à faire face à cette pénurie. Et il faut le dire, une des actions importantes sur laquelle mes prédécesseurs sont revenus, c'est effectivement, étant donné que le financement sur les marchés internationaux se réduit, donc il faut trouver en interne les ressources qu'il faut pour poursuivre notre développement. Et cela nécessite effectivement des efforts au niveau donc de la fiscalisation du secteur informel. Ça signifie qu'il faut faire en sorte que le secteur informel puisse se formaliser.
Et à l'époque, quand nous étions à la CAPEC, nous avons mené une étude sur la faisabilité du statut donc, de l'entrepreneur. Donc, où nous avons mis en exergue des facteurs sur lesquels on pourrait agir pour que le secteur, pour inciter les acteurs du secteur informel à se formaliser. Et ça, c'est sûr que l'une des actions, c'est vraiment effectivement, bon, le directeur n'aime pas cela, mais c'est qu'il faut quand même exonérer dans un premier temps, c'est ceux-là, pendant une certaine période, leur accorder des facilités au niveau fiscal, de sorte à les amener effectivement à aller vers la formalisation. Il faut aussi que les experts comptables, on a des centres de gestion agréés, pour que toutes ces structures puissent les accompagner dans un premier temps. Et donc, il y a aussi le volet digitalisation qui a été mis en exergue par les rapports pour essayer vraiment d'éviter les pertes des ressources liées à la fraude fiscale. Effectivement, la digitalisation est incontournable dans ce monde où on est et ça permet de réduire le facteur humain. C'est-à-dire que vous n'aurez plus alors à payer vos impôts dans les mains d'un individu, mais vous pouvez payer cela en ligne, comme vous faites aujourd'hui les inscriptions en ligne. Et ça, effectivement, ça permet, ça rend efficace le travail. Et concernant la question qui a été posée par M. l'expert comptable, disant que où vous souhaitez travailler, où vous allez travailler, il faut dire qu'il y a des initiatives qui sont en cours au niveau donc, de l'État et au niveau de l'université. Donc au niveau de l'État, vous savez que l'année 2023 a été consacrée à la jeunesse. Et oui, effectivement. Et il y a des financements qui sont à votre portée. Et ces financements vous permettront effectivement, c'est vous qui avez des projets, d'être accompagnés. Et nous avons, dans le cadre du contrat de performance que nous avons avec la Banque mondiale, nous avons des actions visant donc à former, à incuber des projets. Faire en sorte que les étudiants qui ont de bons projets, qu'on puisse les aider à mettre en œuvre leurs projets. Et il y a l'AUF avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et le ministère de la Jeunesse qui ont mis au point le statut de l'étudiant entrepreneur. Donc vous qui avez des idées, déjà commencez à réfléchir à comment effectivement mettre en œuvre ces idées. Vous allez être accompagné via donc ces initiatives-là, au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, mais aussi au sein du ministère de la Jeunesse et de l'État dans son ensemble, puisque l'année 2023 vous est consacrée et nous avons aussi des initiatives en interne. Donc je voudrais dire que le rapport vraiment est très très intéressant, mais j'aurais souhaité effectivement, c'est vrai qu'on a, le rapport a montré effectivement qu'il y a une reprise en 2024, mais j'aurais souhaité que le rapport puisse, au niveau du long terme, on n'a pas quantifié les effets donc, de cette pénurie à long terme. Donc il aurait été bon effectivement qu'on puisse donner aussi quelques indications sur les effets que cela pourrait avoir à long terme sur les dépenses d'éducation, les dépenses de santé et même les dépenses en infrastructure. Mais c'est vrai que ce n'est pas le but, hein. Je sais que, parce que l'exercice est mené chaque année, mais il serait bon aussi quand même qu'on puisse voir à long terme l'effet que ça peut, cette pénurie pourrait avoir. Donc merci beaucoup, tout a été dit, donc voici ma modeste contribution. Merci. Merci à l'économiste président. Voilà, il vous a rassuré sur les 1 milliard par jour. Donc, ouais, aujourd'hui, vous sortirez ici avec l'idée d'avoir 1 milliard par jour. Et chaque jour, ça sera comme cela. Depuis que ça a été dit, ça fait à peu près une semaine, 10 jours. Donc, il y a 10 milliards que vous avez vu passer, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon. Eh bien, nous avons la chance d'avoir justement le conseil spécial du ministre de l'économie et des finances. Voilà, les universitaires ont parlé. C'est vrai que c'est un universitaire, mais il est au ministère. Donc, le professeur Baman Galadjo
va nous donner son point de vue sur le rapport. Pour ça, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Et dire rapidement, c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel. Mais je préfère ma casquette d'universitaire. Je sais pas. Puisque le ministre a eu l'opportunité de dire déjà sa vision hier sur le rapport, au cours d'un panel également. Donc, je ne suis pas là pour répéter ce qu'il a dit. Et dire aussi que mon voisin juste à côté, ce qu'il ne vous a pas indiqué également, il a été également conseiller du ministre de l'économie et des finances. Donc, et c'est quand il a été d'ailleurs élu président de l'ordre des experts comptables, bon, qu'il est allé là-bas puisqu'il ne pouvait pas cumuler les deux. Sinon, il suit également ces éléments-là. Alors, rapidement, sur le rapport, je crois que le diagnostic, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le diagnostic est bien posé. On le connaît, il est clair. Et il faut dire que le FMI, sur ce point-là, déjà lors de la Covid et après le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, en tout cas, a participé à beaucoup de débats sur ces questions-là avec les ministres des Finances. Je me rappelle bien que la directrice générale elle-même participait très souvent. On le faisait en visioconférence où vraiment on attirait déjà l'attention de la plupart de nos pays sur ces grosses menaces qui pointaient déjà. Bon, le diagnostic étant connu, si on est d'accord là-dessus, des solutions ont été suggérées qui, je pense également, méritent qu'on puisse davantage échanger là-dessus. Peut-être j'insisterai plus sur ce qu'on essaie de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, même pendant la Covid, on a pu avoir un taux de croissance qui est resté quand même positif de 2%, alors qu'ailleurs, la plupart du temps, c'était totalement négatif. Il faut dire qu'on a eu la chance d'arriver dans ces crises-là avec les principaux fondamentaux de l'économie qui étaient bons. Okay? Ça a été vraiment une chance, un avantage pour la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui concerne la gestion des finances publiques également, il faut dire que depuis 2012-2013, un schéma directeur de réforme des finances publiques a été adopté, donc qui essaie quand même d'améliorer la gestion des finances publiques, et tout ça a permis d'assainir et de rendre relativement robuste le cadre macroéconomique. Donc voilà l'un des éléments qui sert de ressort à la Côte d'Ivoire actuellement pour faire face à cette situation-là. Et puis, connaissant également les problèmes structurels, parce que là, l'un des points sur lesquels on a une grosse faiblesse, c'est effectivement la mobilisation des ressources intérieures. Il faut reconnaître que dans l'UEMOA, on vise un taux de pression fiscale de 20%, mais la Côte d'Ivoire est à peine à 14%. Donc là, on est vraiment l'un des moins performants de l'UEMOA en matière de mobilisation des ressources. Mais la raison, je crois que cela a été indiqué, on a un très grand secteur informel. Le secteur informel est trop important et ça pose des difficultés. Et face à la situation de pénurie de financement qu'on a également, on pourrait également s'interroger sur la capacité de d'autres marchés régionaux pour plus ou moins suppléer. D'autant plus que cela a été indiqué par le rapport, on n'a plus accès aux marchés internationaux, mais on a au moins le marché régional vers lequel on devrait pouvoir recourir davantage. Mais là aussi, je pense qu'une réflexion profonde doit être menée et des actions également pour nous permettre d'approfondir le marché financier régional, qui n'est pas encore suffisamment profond, qui n'est pas encore suffisamment diversifié. Par rapport à des pays comme le Ghana, hein, tous les étudiants ont déjà au moins, au Ghana, la plupart des étudiants comme vous, ont déjà des titres du marché financier. Mais chez nous ici, même si j'ai fait un sondage parmi mes collègues professeurs ici, je ne suis pas sûr d'avoir 10% qui est
des titres financiers. C'est-à-dire qu'il y ait qui ait acheté des obligations ou des actions. Autrement dit, nous avons un gros problème d'éducation financière dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui en même temps se veut être le leader régional, mais on a une très faible éducation financière. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Et puis, quelque chose qui m'a frappé dans le rapport, notamment dans l'annexe statistique, c'est quand vous regardez le ratio masse monétaire sur PIB de la Côte d'Ivoire, il est très faible. Il est très très faible, ce qui signifie qu'on a une très faible financiarisation de notre économie. Donc on a un niveau de développement financier qui est très faible. Et les impôts, avec quoi on le collecte? C'est là où on voit des ressources. Donc si on ne voit pas des ressources quelque part, bon, à quoi ça sert pour un ministre du budget de dire je vais aller collecter des impôts quelque part où je ne sais même pas si l'argent existe là-bas. Donc, il faut qu'on fasse cet effort-là, et je pense même pour certains étudiants, s'il y a des étudiants de nouveaux masters et machin, qu'on commence à réfléchir sur le lien entre le développement financier et la mobilisation des recettes domestiques. Parce que tant qu'on ne fera pas cet effort, tant qu'on n'aura pas guidé à ce qu'on ait ces volets-là, pour relever le taux de pression fiscale de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse tendre vers 20%, tout en sachant que si on l'atteint, ça nous donne une marge budgétaire, une flexibilité budgétaire qui peut nous mettre à l'abri même de l'accroissement du niveau d'endettement qu'on a actuellement. Alors que sur ce point-là, vraiment, je pense que c'est l'une des plus grosses faiblesses de l'économie ivoirienne sur laquelle il nous faut forcément travailler beaucoup, et ça permettrait également à ce que, lors des experts comptables, puissent nous aider à mobiliser davantage ces recettes-là. Alors, autre point, bon, pour blaguer un peu, hein, et je pense aussi, ça c'est l'un des gros problèmes de nos étudiants également. Hein. Déjà en 2012, avec la ministre de l'Éducation nationale, nous avons sorti un ouvrage qui était intitulé « La jeunesse en Afrique de l'Ouest ». Une opportunité pour le développement. Ce livre-là existe et je suis sûr que personne ici ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que vous-même, vous ne cherchez pas à lire, etc. Et puis, c'est en 2023 maintenant qu'on déclare l'année de la jeunesse. Mais plein de solutions sont déjà proposées là-bas sur cette question-là. Donc, c'est ce que j'allais dire pour commencer la discussion. Merci beaucoup. Monsieur, il voudrait renchérir, n'est-ce pas? Ok, en une minute, juste en une minute. Oui, merci beaucoup. En fait, le professeur Bama Galadio a ressorti un point qui est extrêmement important. Bon, déjà, je continue toujours d'être conseiller technique du ministre de l'économie et des finances, puisqu'en fait, je suis sous contrat, donc c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, je ne participe pas aux réunions de cabinet, puisqu'en fait, je me retrouverai juge et partie. Question de conflit d'intérêts. Donc, je traite les questions directement avec le ministre de l'économie et des finances. Ben, en fait, je voulais juste réagir sur la question de la pression fiscale. En fait, c'est un des gros paradoxes qui se présente entre la mesure en valeur relative et la mesure en valeur absolue. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Quand vous prenez l'ensemble des pays de l'espace UEMOA, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire a 40% du développement économique. Et quand vous prenez les 40% du développement économique de la Côte d'Ivoire, la valeur ajoutée de la Côte d'Ivoire est constituée en gros, par les entreprises qui font de grosses infrastructures. Là, tantôt, on a dit qu'on a à peu près 300 milliards à 400 milliards de mesures dérogatoires. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand je prends mon numérateur pour déterminer mon taux de pression fiscale, je vais lui enlever l'impact des mesures dérogatoires. Mais les entreprises qui ont bénéficié de ces mesures dérogatoires ont comme on dit, leur valeur ajoutée qui intervient dans la détermination du produit intérieur brut. Donc mathématiquement, je me retrouve avec un point
où tu ne contribues pas au numérateur, mais par contre tu es au dénominateur. Donc finalement, c'est une valeur relative. Donc ça ne peut être que faible. Donc quand on cherche, quand on dit qu'elle est faible, c'est justement par rapport à ces aspects-là. Et notre économie n'est pas la même que celle du Niger. Donc ça, je crois que c'est un point qu'il faut... Ensuite, nos entreprises. Si vous regardez la structure, il y a peut-être 100 ou 150 entreprises qui payent véritablement les impôts dans la structuration. Donc si vous prenez 100 entreprises, mais en valeur absolue, elles diront qu'elles subissent la pression fiscale, mais en valeur relative, à lui au mois, on vous dira que votre taux de pression fiscale est faible. Et donc en fait, vous êtes dans une sorte de paradoxe et vous êtes coincé. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content. Nous allons passer la parole à M. Luc qui a entendu les autres. Je pense que ce sont des commentaires, donc réagissez juste avant qu'on ne passe la parole aux étudiants. Donc le micro est quelque part